19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Nous sommes le vendredi 17 juillet et c'est le dernier jour de la semaine pour votre émission phare Time Sport. Comme tous les soirs, on est ensemble de 19h à 20h. Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, on n'oublie pas le numéro du standard où Nicolas, le réalisateur, se fera un plaisir de décrocher au 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère avec Farid Rouas, notre community manager. Au menu de l'émission, le fameux Real Madrid de Zinedine Zidane qui retrouve son titre de champion d'Espagne. On recevra Christophe Jacquin dans cette émission pour la première fois. Sétienne, bouc émissaire ou principal artisan de la décadence barcelonaise. Et on reviendra aussi sur Balerdi, proche de l'Olympique de Marseille. Lalaï Slimani, dont le viseur du club phocéen, Mohamed Ayachi Aroudji, toujours plus présent dans les médias. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Souela Latrèche. Comment ça va, Souela? Ça va très bien et toi, Bilal? Ça va très très bien. Un joyeux anniversaire aussi à Alison Nkunku, notre consultante. Comment ça va, Alison? Merci, ça va très bien. Ouais, ça c'était la passe D. Elle s'y attendait même pas, à mon avis, Alison. Ça, je l'ai bien vu. On est avec Juan Trocé Dorado aussi. Comment ça va, Juan? Buenas tardes, tardes blancas. Et c'est pas Valence, mais c'est le Real Madrid et ça fait sourire peut-être Brice Saïd, notre consultant. Comment ça va, Brice? Ça va très bien, j'en profite pour dire joyeux anniversaire à camarade Alison. Eh ben c'est ça, tout à fait. Longue vie à toi. Merci. Mais bien sûr, et tous les bienfaits, hein, et la réussite pour Alison. Absolument. Voilà, on prend la direction de l'Espagne. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, le fameux Real Madrid de Zizou, champion d'Espagne donc. Brice, que dire? Aïe, l'homme fort. Bravo. Et tu parles de Zizou. Ouais, du Real Madrid en règle générale. Hein. Ouais, du Real. Zidane parce qu'on fait que parler de lui. Ouais. En fait, t'as 4 hommes forts dans ce Real Madrid, dont Zizou. Et Zizou, c'est sa première saison depuis qu'il revient, première saison pleine depuis qu'il est revenu aux affaires. Et il prend déjà un titre, Liga. C'est très très fort. On peut toujours discuter sur le fait que c'est un grand technicien ou pas, mais en tout cas c'est un très grand manager. Il a encore prouvé, il a relancé des hommes qui étaient aussi usés, un peu à la dérive. Il a prolongé Kroos quand il est revenu. Je pense que Juan Trocé pourra en parler très bien. Il a relancé ce Real Madrid et franchement c'est très très fort. Titre amplement mérité. Et puis après, je sais pas si tu me laisseras le temps d'après de développer, mais pour les autres hommes forts, je cite Benzema, Karim Benzema, notre ami Courtois et notre ami Ramos. Je pense que c'est vraiment les hommes du titre. Ouais. Juan Trocé, que dire? Quand même, on n'y croyait pas. Il est toujours là. On liste pour. Il est toujours là, heureusement. Non, vraiment, il est toujours là. On liste pour la fameuse Champions League, même si elle est assez farfelue. Oui, c'est farfelu, mais en fait, alors c'est surprenant par rapport au début de cette saison. Tu as tout à fait raison, parce qu'à un moment donné, rappelez-vous, au mois d'octobre, on disait, il y avait des rumeurs comme quoi on allait virer Zinedine Zidane, mais grâce à Dieu, et le match face à Galatasaray a sauvé sa tête, et par la suite, il y a eu un enchaînement de bons résultats qui ont permis au Real de se tenir à flot et justement de faire la course derrière le Barça. Personne pouvait croire que le Real était capable de gagner le 8 mars quand la Liga s'est arrêtée à cause de la pandémie, mais et pas inattendu quand on voit ce qui s'est passé depuis le retour. 10 matchs, 10 victoires, pas un faux pas. C'est une équipe qui a tout donné, qui a bien passé la pandémie. Ouais. Hein. Et de ce point de vue-là, il y a pas des surprises, mais c'est vrai que la France peut être contente parce qu'il y a Zinedine Zidane, parce qu'il y a Mendy, parce qu'il y a Varane. Ouais. Et je dis pas Benzema, parce que la France ne veut pas de Benzema, ça on le sait depuis plusieurs années. Ouais. Mais nous on l'a. Ça fait 11 ans qu'il est au Real. Il y a des bruits qui courent, justement. Il y a des bruits qui courent concernant Karim Benzema. Alors, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, un homme fort. Oui, aussi, Noël Le Graët aussi l'a dit. Voilà, donc le président de la fédération. Mais par contre, les Français, nous ici, il y a des Français autour de la table. Moi, j'adore Benzema. Bien sûr. Il a des nerfs solides, ce garçon. Donc, si, on va le poser comme ça. Si Karim Benzema est champion d'Espagne, il est champion. Ouais, il est champion d'Espagne. C'est ça. Pour cette saison-là. S'ils arrivent à retourner la tendance, Alison, je vais te donner la parole. Du côté, non, mais je suis sérieux, parce qu'il y a les bruits qui courent. Alison, et je préférerais que ça soit Alison. Et les bruits qui courent disent, s'il peut être champion d'Europe avec le Real Madrid, et aussi, pourquoi pas, être en lice pour un ballon d'or, pourquoi pas l'équipe de France? C'est pas moi qui le dis, c'est les bookmakers, surtout les bookmakers anglais.
Alisson. Non, l'équipe de France, c'est complètement fini pour Karim Benzema. Juan Troissé l'a dit. Les instances de football ne veulent pas de Karim Benzema. On peut aller même plus loin. Si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, est-ce que Benzema sera titulaire, sera Ballon d'Or? Non, pas du tout. Est-ce que Benzema sera même dans le top 3? Non, je pense pas non plus. Elle ne pense pas. Non. Ah non. Alors non, pourquoi, Alisson? Non, j'en suis convaincu. Parce que c'est pas les instances qui choisissent le Ballon d'Or. Non. Alors, ça a totalement changé là, non? Ça a beau être justement France Football et les Français qui ont qui lancent le Ballon d'Or. Mais là, j'y crois pas une seconde. D'ailleurs, la campagne a commencé. T'as vu que Pérez. On est toujours aiguillé par quelque chose. Déjà pour commencer. Et Karim Benzema n'a pas la cote auprès de toutes les instances. Ça, c'est une première chose. Mais c'est pas les instances qui votent, c'est des journalistes. Non, mais j'y viens. Et la deuxième chose, ce sont les journalistes qui votent. On l'a vu ce que ça a donné ces derniers temps. Les journalistes qui votent, les capitaines, etc. Ça change à peu près. C'est plus les capitaines, tous les ans. C'est les journalistes des pays. C'est ce que je dis. Ça change à peu près tous les ans, selon France Football, ce qu'ils veulent faire. Ça a changé il y a 3 ans maintenant. C'est revenu à la normale, on va dire. Peu importe, on se fie toujours aux joueurs qui ont énormément la cote. On se fie à des Lionel Messi, même quand ils font une saison un peu moins bien. On se fie à des Cristiano Ronaldo, même quand ils font des saisons un peu moins bien. On va se fier peut-être cette saison à Lewandowski, qui fait une saison extraordinaire avec le Bayern Munich. Mais un top 3 pour Karim Benzema, j'en suis même pas sûr. Alors là, moi, je suis pas d'accord du tout. Alors, et pourquoi? Allez, dis-nous tout. Parce que, on va revenir justement au vote. Effectivement, il y a eu une période, il y a eu une parenthèse où le Ballon d'Or était devenu le FIFA Ballon d'Or. Ils avaient fusionné le joueur FIFA de l'année avec le Ballon d'Or. Et à ce moment-là, effectivement, ça changeait la donne. On se souvient comment, justement, Schneider, en 2010, sur le vote des journalistes, aurait dû être élu, mais avec le vote des capitaines, c'est Messi qui, finalement, sur cette année-là, n'a pas eu la Ligue des Champions. Pareil, Ribéry aussi, ça lui coûte un Ballon d'Or. Mais en revanche, cette année, tu regardes qui incarne le Real Madrid sur le terrain. Évidemment, on peut parler de Ramos, tout à l'heure j'ai parlé de Courtois, mais c'est Benzema le fer de lance. Tu regardes derrière Benzema, je crois que le deuxième meilleur buteur, ça va être Rodrigo ou Asensio, je pense que Juan Rosé peut en parler. Ils sont à 3 buts. C'est Benzema qui a pris les clés du camion depuis que Ronaldo est parti. L'année dernière, ils sont éliminés trop tôt, donc il n'y a pas de débat. Mais si cette année, le Real renverse City, qui est en plus un des favoris avec des champions, je pense que tu me l'accorderas, Alisson. Si ils vont au bout, ou même en demi-finale, avec un titre, le visage du Real Madrid, qui est en plus le plus grand club du monde, le club le plus prestigieux, avec une campagne en plus de Florentino Pérez derrière, je pense que Benzema sera un sacré candidat. Si tu veux revenir sur l'année dernière, par exemple Liverpool, tu regardes bien, les voix se sont éparpillées. Il n'y avait pas un seul visage pour Liverpool. Il y avait Mané, il y avait Van Dijk, il y avait Salah. Les votes ont été dispersés. Mathématiquement, t'additionnes les votes de Liverpool, c'est un joueur de Liverpool qui gagne le Ballon d'Or. Cela dit, c'est encore trop tôt pour se lancer dans la campagne. Il faut le faire. Je suis tout à fait d'accord avec Alisson dans le sens où effectivement, peut-être le manque des charismes de Benzema fait qu'il n'est pas aimé. Non, il n'est pas aimé à sa juste valeur. Merci. Mais il faut attendre. Il faut attendre le 23 août. Mais par qui? Par les Français? Il faut attendre le 23 août, la finale de la Champions League. Je suis d'accord. Si c'est le Bayern, c'est Lewandowski qui se retrouve en finale, etc. Il aura une sacrée avance sur Karim Benzema. Peut-être, c'est vrai. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui d'autres candidats que Lewandowski d'un côté. Ouais, Brice, avant de rejoindre le standard, on s'écoute. Mais d'ores et déjà, là, je prends les paris. Si on peut enregistrer, Bilal. Et on en parle en décembre. On enregistrera à chaque fois. D'ores et déjà, je peux te dire que même si le Real, à part s'ils se prennent une raclée au match retour par City à domicile, je peux te dire que d'ores et déjà, Benzema est dans le top 10 assuré. Oui, c'est bien ce que je dis. Même top 5. Non. Même top 5. Même top 5. Je pense qu'on alors, le top 5 pour toi, Je vais te dire, quand t'es le leader offensif du Real Madrid qui vient de récupérer la Liga, tu es forcément top 5. On verra bien. On verra bien. Ouais, on fera paris, c'est ok. Où Alisson est là. Bien sûr. Alisson sera là et toi aussi. Que Benzema sera dans le top 5. Mais c'est ce que je dis aussi. Ouais. Le 01 53 48 3000. Et faites comme Abdel qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir Abdel, un fervent auditeur. Bonsoir Bilal. Bonsoir à tous. On vous écoute Abdel, en espérant que vous allez bien. Ouais, super. Ça fait longtemps, Bilal. On t'écoute malgré tout. Je sais bien. Avec l'équipe. On était un peu sevré de foot là ces derniers temps, malheureusement. Là, effectivement, il y a le Real qui nous régale et qui régale un peu. Il fait fort quand même, Abdel. Zidane fait fort quand même. Ouais, non, Zizou, de toute manière, je pense qu'il est resté sur la lignée. Je pense qu'il a quitté un peu à la surprise générale le Real. Et il est revenu pour gagner. De toute façon, je pense qu'il avait que ça en tête, c'est-à-dire gagner avec cette équipe. Et moi, je lui tire mon coup de chapeau parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui croyaient pas vraiment ce retour, qui pensaient que Zizou
allait se casser les dents. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient au tournant, et il a prouvé encore une fois que c'était un immense manager, quoi. Donc on lui a souvent reproché le fait qu'il n'était pas forcément au point tactiquement, etc. Mais je suis pas totalement tout à fait d'accord, avec cette analyse-là. Coup de chapeau bien évidemment à ces joueurs qui pour le coup ils sont complètement dévoués à leur coach, parce qu'un mec comme Benzema ou Ramos, c'est des mecs qui sont transcendés aussi par Zizou. Et ça, on le souligne pas assez. Au-delà du fait que ce soit des joueurs très très talentueux, il y a aussi un manager derrière qui leur fait totalement confiance. Ouais. Et on voit que pendant le confinement, que ce soit Benzema ou Ramos et les autres, sont restés très très affûtés. Ils se sont entretenus comme il fallait. Ce sont de vrais professionnels. Et j'ai hâte de voir le match retour du Real face à City. Mais ça risque d'être compliqué pour le Real. Mais malgré tout, j'ai envie d'y croire pour eux. Ça serait une belle aventure encore une fois pour ce Real. Et j'aimerais tellement que Benzema décroche le Ballon d'Or. Ça serait un énorme pied de nez à tous ceux qui l'ont critiqué, et bien évidemment à Le Gret, à Deschamps, etc. Qui le considère comme un pestiféré. Même s'il a sa part de responsabilité aussi, Benzema, attention, dans sa communication, etc. Je suis pas d'accord à 100% avec sa défense, mais malgré tout, voilà, ça sera, je pense, dire un peu à tous ceux qui l'ont oublié, que c'est une vedette et qu'on marque pas l'histoire d'un club aussi prestigieux que le Real Madrid. On a des réactions, Abdel. On a des réactions. On a Mimi et Jojo qui est d'accord avec vous, qui sont d'accord avec vous. Et on va voir celle de Alisson et Juan José en plateau. Oui, compris, Brice. On t'écoute. Je suis d'accord avec Abdel sur le fait que c'était très risqué pour Zinedine Zidane de revenir au Real Madrid, d'autant plus qu'il devait remplacer Lopetegui. C'était compliqué. Ouais. Mais le vrai architecte de cette victoire, de ce titre de Ligue, c'est Zinedine Zidane, sans aucun doute, parce que c'est vrai, il est peut-être pas le plus fin tacticien au monde, mais il a cette qualité-là, c'est qu'il sait rassembler ses joueurs, il sait unir un vestiaire, il a su gérer ce vestiaire. On l'a toujours dit, Guardiola aussi avait au Mourinho encore, cette capacité d'unir un vestiaire autour d'un projet, et c'est le cas de Zinedine Zidane qui a su en plus avoir autour de lui une équipe qui est corps et âme avec lui, et qui l'aide et qui le supporte et qui l'aide justement à travailler. Imaginez que l'équipe, les préparateurs sportifs physiques du Real, pour la plupart, le principal est français, c'est celui qui gère la préparation physique du Real, et au-delà effectivement de ça, il y a ce corps ce corps du Real avec un Benzema qui est quand même depuis 11 ans au Real Madrid. Il y a eu même les éloges de Florentino Pérez aussi. Voilà, donc depuis hier soir. L'architecte, c'est sans aucun doute. Rapidement avec Alisson pour répondre à Abdel, notre auditeur. On parlait de l'effectif aussi, l'effectif qui est très important. On donnait cet effectif quasi mourant, les trentenaires, les vieux, mais il faut renouveler cette équipe du Real Madrid. Il va falloir le faire, certes, avec Modric, Ramos qui est d'ailleurs l'un des meilleurs buteurs de cet effectif du Real Madrid. On voit la grinta qu'ils ont, ils sont portés par leur entraîneur et ils le soutiennent, et ça c'est très 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 important dans une équipe et dans un club comme le Real Madrid. On termine avec vous, Abdel. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement c'est la classe de voir un mec comme Zizou passer de joueur à entraîneur et avoir autant de succès. Et j'ai hâte, voilà, comme je vous l'ai dit, qu'il entraîne la France, c'est ça? Je pense que sa destinée c'est l'équipe de France, sans aucun doute. Donc, je pense que ça sera l'équipe de France. Ou le PSG. Malheureusement, je pense que Benzema sera en fin de carrière. Donc moi, j'aurais bien aimé revoir Benzema en équipe de France. Et qui sait? On sait pas. Peut-être pour la Coupe du Monde au Qatar. Il y a l'Euro avant. Il y a l'Euro avant. Vous avez vu, vous avez vu que Deschamps se projette au-delà de la Coupe du Monde. Il y a l'Euro avant, mais moi, j'aimerais juste terminer sur une chose. Alors, on termine. Je suis voir Zizou dans un autre club parce qu'il incarne tellement le Real Madrid que ça va faire drôle de le voir dans une autre équipe.
La Juventus devait l'avoir. La Juve, mais en tout cas, il lui faudra un effectif, je pense, de qualité. Mais j'aimerais bien le voir dans une équipe pas forcément avec des joueurs prestigieux pour voir un peu Marseille. Qu'est-ce qu'il est capable de mettre en place, quoi. Non, pas Marseille. Je suis parisien, donc anti-Marseille. Anti-Marseillais. Mais fan de Zizou, Marseillais aussi. De naissance, c'est naquis là-bas. Zidane est condamné à faire comme Guardiola ou encore Mourinho, c'est-à-dire lui, il n'ira jamais dans des équipes moyennes. Non. Lui, ça sera ou la Juve, ça sera, si tu veux, terminer sa carrière à Marseille, ça sera toujours des premiers clubs. Et quand on a Zinedine Zidane, ou quand on a Guardiola, ou quand on a Mourinho, derrière les clubs, les présidents mettent les moyens pour avoir les joueurs qui vont avec cet entraîneur. Un grand merci à toi, Juan Trocé, mais aussi à Abdel, notre auditeur. Vous faites comme lui, le 01 53 48 3000. On revient de suite avec notre invité, Christophe Jacquin, c'est promis. On parlera aussi du FC Barcelone. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h en ce vendredi soir. Eh oui, le week-end pour Brice Sailly qui m'accompagne, Souila Latrèche, Alison Nkunku, encore un joyeux anniversaire. Et aussi Juan Trocé Dorado. Mais cette fois-ci, place à l'invité du soir. Time Sport. Eh oui, Christophe Jacquin qui nous fait le privilège de nous accompagner durant cette émission de ce vendredi soir, coach chez Club & Co. Bonsoir Christophe, comment ça va ? Bonsoir à vous, ça va très très bien. Je vous remercie de m'accueillir sur Beurre FM. Pour moi, c'est une première. Hein. Oui, une première. Eh ben pas une dernière. On l'espère de revenir, pourquoi pas. Voilà pour Alison, ça au moins c'est dit. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 et on va se plonger directement dans cette interview avec Christophe concernant cette fameuse jeunesse. Je parle plutôt de formation avec les jeunes joueurs. La jeunesse d'auparavant est-elle la même d'aujourd'hui ? Alors je vais attaquer direct avec un sujet sensible. La jeunesse c'est la même. La différence c'est les parents. Voilà, les parents. Différence, c'est les parents. Voilà. Ah oui, d'entrée. On pense directement parents à Leonardo du Paris Saint-Germain et sa sortie, hein. Exactement. Ouais. La différence, c'est les parents. La réalité, c'est quoi ? C'est que un gamin qui joue à l'école, c'est le même qui a 5 ans. Ouais. Un gamin qui joue dans un club qui débute le football, c'est le même qui a 5 ans. Ouais. Et voilà, on n'a pas changé les règles, c'est la même chose. La différence, c'est que y a des parents qui ont des attentes qui sont pas les mêmes. Il y a 5 ans, vous êtes un gamin dans un centre de formation, vous avez des parents qui vous disent encore, si il arrive à devenir footballeur professionnel, on sera content. Aujourd'hui, vous avez un joueur qui est dans un centre de formation, c'est pas le discours des parents, hein. C'est il va devenir pro et c'est où est-ce qu'il va signer. C'est pertinent. Voilà. La jeunesse n'a pas changé. Les parents, Juan Trocé, Brice, que dire ? C'est pas faux. D'autre qui a changé, c'est qu'on ne joue plus aujourd'hui comme on jouait il y a 20 ans. Ça, c'est aussi une réalité. Le football a complètement changé. Hein? Rappelez-vous tout simplement, quand on était jeune et beau, on jouait au foot et à l'époque, il y avait même un libéro. On parlait d'un libéro. Ça n'existe plus depuis 20 ans dans le football. Donc, il y a aussi qui a changé, c'est que le football d'aujourd'hui n'est pas du tout le football d'il y a 20 ans. Vous n'enseignez pas du tout le même football. Et donc, forcément, les gamins, effectivement, ils n'ont pas changé en tant que tel. La jeunesse, elle est toujours la jeunesse. Mais c'est vrai que la question des parents est devenue un problème. Avant, c'était un avantage. Avoir des parents qui étaient passionnés et qui t'amenaient aux entraînements, qui essayaient de te faire grandir en tant que on les avait pas trop sur le dos, je pense. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est ça. C'est le compte en banque. On a combien il va gagner. Des parents, mais on va laisser lui aussi les parents. C'est Brice. Ouais. Voilà. C'est ça. Elle a que 2 ans, on va lui laisser le temps. Ça le marteau. Non, mais si. Arrête, je parlais avec le coach Tollet la dernière fois, du futur club. Capable de m'en prendre. C'est vrai que je regarde l'évolution dans le salon, comment elle tape dans le ballon, tout ça. Non, plus sérieusement. Effectivement, c'est les parents et c'est l'entourage de manière générale, parce que le vrai phénomène qu'il y a derrière, c'est la starisation. En fait, ça va très très vite. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a un peu de talent, on voit tout de suite, on va aller voir un peu l'environnement du club et on va commencer à parler. Oui, mais gros sous, oui, mais attendez, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut signer ici, on peut signer là. Et donc le rapport de force entre le club, une institution et l'entourage d'un joueur, en fait, a complètement changé. Et ça, c'est hyper compliqué. Je pense qu'on voit bien au PSG, justement comment à chaque fois il y a des rapports de force entre la direction et tout cet entourage qui est autour des joueurs. C'est un énorme problème. Ça, je pense. Alison, avant de revenir à Christophe, notre invité. Tu as parlé de la starification et je trouve ça très important et le mot est très très approprié. Et moi, je dirais pas que la jeunesse est la même. Il y a quand même, ça a changé. On n'est plus la même génération. Les jeunes ne pensent plus de la même manière. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui a à peine signé un contrat pro à l'âge de 16-17 ans,
tout de suite, il va vouloir signer dans un gros club, pas forcément prendre le temps d'évoluer, d'éclore et de grandir dans son club formateur. Il va vouloir partir, il va vouloir avoir comme on le voit à Lyon, il va vouloir avoir un temps de jeu, alors que c'est un titi, c'est un bébé. T'as entièrement raison, temps de jeu. Exactement. Ça revient, le temps de jeu. Du temps de jeu, je pars parce que j'ai pas de temps de jeu. Mais t'es un gamin, t'as rien prouvé, t'as pas joué encore dans ton club formateur. Et là, je dirais que par rapport à avant, les jeunes ont changé quand même. De bonnes réactions, le 01 53 48 3000 pour réagir et même poser vos questions à Christophe Jacquin, on le rappelle, coach chez Club & Co. On l'écoute. Alors, on aura souhaité là. Un sujet qu'il faut pas mélanger. Il y a la formation, et puis il y a les centres de formation. La formation des joueurs, ça veut dire qu'on peut prendre un gamin qui a 10 ans, qui ne sait pas jouer au football, on va le former différemment qu'avant. Voilà. Là, il y a une vraie différence. C'est pas les mêmes outils. Et nous, Club & Co, on est bien placé pour le savoir, puisque effectivement, on fonctionne, nous, comme une sorte d'académia du football. Ça veut dire qu'on va être en support des clubs, on va travailler pour faire des séances supplémentaires, voire complémentaires à des joueurs. Et ça, effectivement, ça n'existait pas il y a 5 ans. De se dire, aujourd'hui, on a des coachs, on a des joueurs qui arrivent et ils sont fiers de dire sur les réseaux, moi, j'ai mon coach football, comme un coach fitness, comme un coach mental, comme voilà. Aujourd'hui, cette nouveauté, c'est une nouveauté effectivement dans la formation. Par contre, quand on me parle moi des jeunes qui sont en centre de formation, eux, ils sont en train de préparer leur boulot de demain. Certains sont déjà pros dans l'attitude. Voilà. Alors, il faut pas mélanger le côté formation, j'apprends à jouer au football et j'apprends à me perfectionner sur un truc qui est à la base ma passion, et centre de formation où là j'apprends mon futur métier. C'est pas la même chose. Et centre de formation, je peux entendre que certains parents soient effectivement dans cette starification, parce que ça fait partie du jeu du centre de formation. Voilà, se demander du temps de jeu. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à négocier les premières minutes, les premiers contrats. Ça fait partie du jeu. Mais par contre, avant le centre de formation, on entend déjà parler de temps de jeu. On entend déjà des parents qui disent moi je comprends pas pourquoi mon enfant il joue. Mais est-ce que tu les prépares aussi, justement? Pas uniquement que physiquement, pas uniquement que tactiquement, mentalement vous les préparez aussi. Alors, pour leur dire vous n'allez pas être des pros, mais vous avez une belle carrière en tant qu'amateur. Est-ce que vous les préparez aussi à faire la différence entre au sein de cette académie et le besoin de faire des choses? Merci pour cette question, parce que pour nous c'est central. On est parti du postulat de se dire que nous on allait avoir deux types de joueurs. Celui qui va être là pour faire du loisir et celui qui va être là pour faire de la performance. Donc il faut déjà, on met entre guillemets 2 catégories, 2 ambiances. Celui qui est là pour le loisir, sa passion c'est le football. Lui, on va lui dire, tu sais, par exemple, t'es fort à l'école, t'es fort en maths, t'as des aptitudes en droit, parce qu'on a quand on parle d'enfants, on parle aussi d'adolescents, voire de jeunes adultes. T'as des aptitudes en droit, pousse tes études, continue. Et demain, t'as plus de chances aujourd'hui de devenir avocat dans le sport, avocat au PSG, avocat dans les affaires business sportives, plutôt que le futur Mbappé. C'est faux. Et ça, on leur dit d'entrée. On les pousse vers les métiers du sport et on les pousse vers les métiers de la communication, parce que en discutant avec leurs parents, justement, ça nous permet de voir où est le niveau d'études, où est-ce qu'ils ont des qualités. Il est bon en communication, on va lui présenter des gens comme vous. Bien sûr. Vous travaillez dans le milieu du sport, et ça fait rêver. Ça fait rêver. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a starifié les gens qui sont au bout de la chaîne du football, c'est-à-dire les joueurs qui sont sur le terrain. Mais nous, on va un peu plus loin dans l'accompagnement, puisque on dit à des joueurs de centre de formation, tu sais, il y a plus de chances que tu deviennes le futur kiné du club que le mec dont on aura la photo devant le stade. Voilà, il y aura peut-être pas ta statue dans le stade, mais il peut y avoir ton nom sur la porte d'un bureau dans le stade. Et ça, on les sensibilise au métier du sport en général. Et c'est bien en général. Soyez là, une réaction avant de donner la parole aussi à Alison. Une séance type chez vous. Quand les parents ils viennent, ils inscrivent leurs enfants jusqu'à ce qu'ils voient l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous en fait? Alors nous, on essaie de travailler un peu différemment que les autres. Ça veut dire que aujourd'hui, on entend beaucoup d'éducateurs ou de parents dire je veux que mon enfant sache tout faire. Je veux un joueur complet. Nous, on les arrête. On leur dit non, c'est faux. Messi, il est pas bon de la tête. C'est pas et Messi, c'est pas tout faire, il est pas bon de la tête. Messi, demandez-lui de frapper un coup franc pied droit à 30 mètres, on va peut-être pas rigoler longtemps. Voilà, parce que c'est peut-être pas sa qualité. Nous, on va travailler sur quelles sont les 3-4 qualités de votre enfant. Il est rapide. Ok, il a une bonne tonicité, il est précis devant le but, il a un bon jeu de tête. Vous savez quoi? On va travailler sur ces 4 points-là pour qu'il devienne le meilleur dans son domaine. Ça veut dire que demain, quand il y aura un club un peu plus huppé ou pas, qui viendra se renseigner sur lui et qui demandera qu'est-ce qu'il sait faire,
Lui, il sait précisément ce qu'il sait faire. Voilà. Un gamin qui sait pas jouer du pied gauche, je vais pas vous mentir, à 14-15 ans, voire 16, c'est pas nous. Avec 4 séances de Club & Co, c'est pas nous, et son pied gauche, on va pas le rendre magique. Par contre, on va lui perfectionner le pied droit pour que s'il doit frapper de 10 mètres, de 30 mètres, de 40 mètres, ça soit Lucas à la Juninho. Voilà. Et ça a de la valeur. Vous savez pas tout faire, mais soyez des experts dans ce que vous maîtrisez à peu près. Et au sein de Club & Co, on vous l'apprend. Ça voilà, c'est bien dit. Vraiment. Alison, une réaction. Alors. J'aimerais juste revenir sur la préparation. Allez, elle n'est pas d'accord, Alison. Je trouve que c'est quelque chose de fondamental et de clé pour l'évolution de futurs joueurs professionnels. Alors, on parlait d'une catégorie, loisirs, ceux qui sont là pour se perfectionner, mais l'autre catégorie, justement, ceux qui sont bons déjà, ceux qui ont l'espoir d'aller en professionnel et d'obtenir des contrats et de jouer, pourquoi pas, dans un grand club. Comment on les prépare, justement? On dit, toi, t'es bon, mais peut-être, éventuellement, tu ne réussiras pas. Comment on les prépare à ça? En fait, il y a un tabou dont personne ne veut parler, c'est l'échec. Ouais. Voilà. Donc, nous, malheureusement. Et ça arrive. Un joueur qui arrive, on va mettre les pieds dans le plat. On va lui dire, est-ce que t'es prêt à l'échec? Est-ce que t'es prêt à demain ne pas devenir footballeur professionnel? On fait ça la première séance. Ça met une sale ambiance. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez un joueur qui vient, qui paye, et qui vous dit, moi, je suis peut-être le futur Mbappé, et moi, je suis en train de lui dire, t'es bon à l'école, t'as des bonnes notes? Parce que c'est quoi le plan B? Nous, c'est, voilà. Et dans la préparation mentale, quand vous dites à quelqu'un c'est quoi le plan B, eh ben, il y en a qui se disent, oh là, il faut que je réfléchisse à un plan B. Et puis, vous en avez d'autres qui, dans la préparation mentale, se disent, mais en fait, j'ai pas de plan B parce que ça m'intéresse pas d'avoir un plan B. Parce que moi, je sais que mon chemin, c'est d'être professionnel. Mon plan B n'existe pas. Parce que, soit d'un point de vue social, j'ai pas le choix d'avoir un plan B. C'est aussi, attention, hein, on parle de les plus talentueux. Prendre en considération, ouais. Donc voilà, donc j'ai pas de plan B. Et dans la préparation mentale, nous, on va aller chercher, on va les titiller. Est-ce que t'es prêt à jouer devant 80 000 personnes? T'es prêt à jouer devant 80 000 personnes, mais quand tu me demandes la balle, je t'entends pas. Tu crois qu'il se passe quoi dans un stade avec 80 000 personnes? Tu crois que les joueurs, ils se parlent pas? Tu crois qu'ils se demandent pas la balle? Alors je veux entendre ta voix, je veux savoir qui t'es, je veux savoir s'il y a du caractère derrière ce petit bonhomme. Et là, on est dans la préparation mentale. Ta préparation. Je me rappelle mes classes, où on nous apprenait justement à faire face aux supporters. Christophe, c'est vrai, la préparation mentale. Ouais. Brice, et Juan José. Un aspect hyper important en fait pour les futurs footballeurs, qu'ils soient d'ailleurs amateurs ou pros, c'est la culture tactique. À partir de quel moment vous abordez cet aspect en fait dans la formation? Alors, on l'aborde assez rapidement, et là c'est là où on rentre un petit peu sur un terrain sensible avec les coachs dans les clubs dans lesquels ils sont, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui nous disent moi je suis numéro 9 attaquant. Ok, t'es numéro 9 attaquant. Donc nous, c'est très simple, hein. On a une batterie de tests, on travaille avec des machines à ballon. Ok. Donc un mec qui me dit, moi je suis numéro 9 attaquant, on va te mettre en place une série d'ateliers où tu vas avoir des ballons qui arrivent avec une machine. Elle se trompe pas, la machine. Donc après, on a des filets de zone avec des points, on va compter combien de buts tu mets. Et puis au bout de 15, 20, 30 minutes, on s'aperçoit que peut-être que ce fameux attaquant, il n'est pas si précis que ça. D'accord? Donc la culture tactique, toi t'es attaquant, t'es numéro 9, mais pourquoi? C'est normal. J'ai 14 ans, je mesure 1m80. Ah, ok. Donc en fait, l'objectif c'est quoi? C'est ton physique te dicte ton poste. Nous, on va changer. On va essayer de faire d'autres exercices spécifiques à un poste que tu ne connais pas, mais peut-être que ton corps et ta culture tactique que tu as à l'intérieur de toi t'emmènent sur d'autres aptitudes. Parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils sont bourrés de PlayStation. Et sur la play, je vous garantis que vous jouez avec n'importe quel gamin aujourd'hui, il va passer au moins 3-4 minutes dans la tactique, stratégie, etc., etc. Cette culture tactique, ils l'ont. Ils l'ont. Vous demandez à une équipe vous demandez à des gamins comment joue le Real Madrid ou comment joue le Barça, ils sont capables de vous dire, là, ça garde le ballon, là, ça va jouer long. Et la culture tactique, ils l'ont en eux parce qu'ils consomment. Ils ont une culture football. Il faut pas les négliger, les gamins. Ils apprennent de ce qu'ils voient sur YouTube, de ce qu'ils apprennent de ce qu'ils voient à la télé, donc faut pas les négliger. Et en fait, dans les clubs, malheureusement, souvent, on les enferme par rapport à leur physique. Toi, t'es bon, t'es rapide, tu vas jouer sur le côté. Et c'est quand même ce que tu dis, parce que je veux dire, s'il y a bien un sport où justement c'est pas ton physique qui détermine, enfin sport collectif en tout cas, où ton physique ne détermine pas en fait tes aptitudes et ton poste, c'est bien le football. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les deux monstres sacrés qu'on a, Messi et Ronaldo, qui sont à peu près au même poste, aussi performants l'un et l'autre, et qui n'ont rien à voir physiquement. Je trouve ça terrible en fait ce que tu racontes. Je vous invite à aller sur les terrains le week-end, et vous allez pouvoir faire vous allez dans le 93, dans le 92, dans le 91, regardez un match de U12, regardez comment l'équipe est constituée, et vous allez voir qu'il y a des morphotypes qui sont
placés aux mêmes endroits sur le terrain. Ah, j'ai un rebeu, il est plutôt technique, je vais le mettre au milieu. Est-ce que c'est un problème français, ça? Parce que on sait qu'il y avait des débats, en fait, autrefois sur justement la culture tactique, des joueurs. Alors après, ça avait dévié aussi sur des choses un peu. Non, mais là, c'est intéressant, là. Racial, tout ça. Là, c'est intéressant. C'est dommage que Kamel ou même Marion, voilà. Moi, on est plus bon, là. Non, mais vraiment, je voulais aimer, parce que les Espagnols disaient qu'ils n'avaient pas ces problèmes-là parce que. Il y a des débats, là. Ouais. Enfin, voilà. Moi, ça m'intéresse beaucoup. En fait, il faut pas avoir le constat des quotas. Il faut pas avoir le truc comme un truc français. Il faut pas du tout le voir comme ça. Quand les clubs européens viennent recruter des joueurs français, ils les font pas changer de poste. Quand le Betis Séville vient chercher Nabil Fekir, ils veulent un joueur technique au milieu de terrain qui fait du Nabil Fekir. Ah mais là il a 27 ans. Enfin je veux dire après on change pas les joueurs de poste. On change pas. 27 ans que tu vas changer de poste. Faut pas s'attaquer à la France comme non, la France sont comme ça. Non, c'est une question que je posais. Parce que ce que tu dis quand même, ça c'est. Enfin voilà, moi je. Bien sûr, ouais. Moi j'ai joué un peu au ballon, mais voilà. T'as joué avec Gary Lineker. Pareil, je suis grand, je suis longiligne. C'était soit 6, soit 9. Mais entre nous, sans hypocrisie. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Là où il faut pas se tromper, c'est quand on va contre nature. C'est pas parce qu'un joueur il est grand qu'il doit jouer dans la ligne axiale, c'est-à-dire soit défenseur central, soit milieu de terrain défensif parce qu'il va tout prendre de la tête, soit attaquant. Voilà. Mais ça fait quand même partie des caractéristiques importantes. Je vais vous donner un exemple sur les gardiens de but. Nous, on travaille aussi avec des centres de formation, donc d'équipes de pros. Et un jour, on a, donc je vais pas les citer forcément parce que c'est un peu mes clients aussi. Et on a un responsable de centre de formation qui s'occupe des gardiens de but qui nous dit, nous, on préfère prendre un très grand, pas très bon, mais il est très grand. On va le prendre et on va travailler avec lui pour travailler les aspects techniques plutôt qu'un petit excellent. Mais on est dans quoi là ? On est dans le rapport physique. Voilà. Je pense que avant la pause, le PSG aujourd'hui a un petit excellent qui s'appelle Navas. Voilà, c'est le gardien petit qui n'a pas l'auteur d'un Courtois qui est aussi excellent. Alors, aussi excellent. Pour toute information concernant Club & Co, où on pourrait les retrouver? Alors franchement, c'est pas pour faire. Mais on est partout. On est sur Instagram, sur Snap, sur Facebook. Un site internet aussi. On a un site internet Club & Co. Vous pouvez réserver vos séances. On filme les matchs. On fait de la séance personnalisée, on fait tout ce qui peut exister pour les jeunes footballeurs, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, on fait tout pour eux. Il reste avec nous Christophe, c'est promis, de Club & Co, le coach. Et comme on le disait en présentation, et on reviendra avec j'allais dire le Paris Saint-Germain, mais non, c'est le FC Barcelone de Sétienne. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à 20h pour la dernière partie, accompagné d'Alison Nkunku, de Souhila Latrèche, de notre invité Christophe Jacquin, justement, de Club & Co, et sans oublier Juan José, Dorado et Brice Tailly. On retourne en Espagne pour parler du rival historique qui est le FC Barcelone. Time Sport, la victoire. Ouais, Nicolas, il veut déjà être en week-end, ça c'est sûr. Hein. Voilà, on l'aura compris. On va vite terminer l'émission et on va partir. Non, je reste jusqu'à minuit, Bilal. Ok. Et oui, il y a Vanessa, il y a aussi la suite des autres programmes sur l'antenne de Beurre FM. Justement, Sétienne, bouc émissaire peut-être. En tout cas, ils sont un peu trop la patate. On peut le dire comme ça, oui. Il commence à douter de son avenir. Oui, tu parles du Barça, donc ce club qui est en train d'exploser en vol. Après ce qu'on a vu donc hier avec cette défaite chez eux et avec les déclarations explosives de Messi qui ont amené à Quique Sétienne à déclarer dans la suite: j'aimerais continuer à entraîner en Champions League, c'est-à-dire donc à peine 15 semaines, 15 jours le FC Barcelone, mais je suis même pas sûr d'être sur le banc de touche dans 15 jours. D'ailleurs, vous le savez, il va rencontrer le président. Voilà, il est convoqué pour parler avec le président. Donc effectivement, le Barça, autant on était surpris entre guillemets de la victoire du Real qui avait terminé mal la première phase avant la pandémie, mais qui a explosé en deuxième mi-temps, après la pandémie. Autant le Barça a complètement raté le retour en Liga. Donc aujourd'hui, c'est un club qui part en miettes petit à petit.
faut pas oublier, ils ont viré l'entraîneur donc Valverde cette année, ce qui se faisait pas depuis très longtemps du côté de Barcelone. On l'a viré. Mais voilà, aujourd'hui, on va commencer à récupérer les miettes de ce club qui est en train d'exploser. Alison, réaction. Oui, soyez là. C'est dû à quoi justement que la deuxième partie, après la pandémie, il soit aussi pas aussi c'est bon, beaucoup plus ancien que ça. En fait, on l'a déjà dit. Vous savez, depuis que Zubizarreta a été viré par Bartomeu, il n'y a plus de direction sportive qui vaille là-bas. Donc il n'y a pas de planification sportive. Et malheureusement, je croyais qu'Abidal allait être capable de remettre tout le monde en place, et il s'est planté aussi. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans. On a laissé faire. Zubizarreta. Ouais, Alison. C'est vrai, ça fait quelques années que le Barça ne sait pas acheter, le Barça ne sait pas vendre. On comprend pas pourquoi les choses sont faites de la sorte. Là, par exemple, on a l'exemple avec Arthur Melo. Incroyable qu'il soit parti quand même. C'est un jeune, il est bon. On le compare à Iniesta, mais on le laisse partir à la Juve. C'est pour les finances. Oui, pour les finances. C'est un avantage financier. Ça n'a rien à voir avec le foot. C'est ça qui est terrible. Oui, mais comme elle a dit, ils savent pas acheter non plus derrière. Quand on voit l'effectif actuel de Barcelone, c'est quand même une grosse perte. Ça choque un peu. Mais au-delà de ça, ils n'avaient même pas le choix. Ils ont plus de pognon. C'est terrible. Au-delà de ça, ils en ont toujours. Le problème, nous le disait en plus. C'est là l'écoute, Nabil Zinzik. Le problème, c'est même pas Quique Sétienne. Le problème, c'est que c'est complètement le président, c'est Bartomeu. C'est depuis quelque temps, ça vole en éclats. Ses décisions sont très contestées. Il veut forcer pour rester, mais il fait pas l'unanimité. Quique Sétienne là est venu parce que le Barça pensait avoir Xavi. Donc on l'a fait venir en substitut de Xavi, qui finalement Xavi a dit non. Donc il s'est retrouvé là un peu par hasard. On pensait que il allait apporter renouveler cet esprit offensif du FC Barcelone, alors que tactiquement, ça pêche. On le voit encore avec le placement d'Antoine Griezmann. On le voit avec le placement de Jong. Ça pêche. C'est pas bon du tout. C'est même pas l'entraîneur le problème. C'est que ça s'écroule plus haut. Donc les répercussions, finalement, c'est sur l'équipe. Malek et Nassera sont d'accord avec toi. Alison, des petites réactions avec le hashtag Tamsport. Christophe, on l'écoute concernant le FC Barcelone. Le pauvre Quique Sétienne, le pauvre de lui, tout le monde lui tombe dessus. Et puis quand Messi parle, forcément, ça résonne. Moi, je me pose la question quand même, mais où sont les pépites de la Masia? Parce que vous dites qu'il n'y a pas d'argent, ils savent pas acheter, ils savent pas vendre. Mais quand même, Barcelone, il y a un moment, on nous vendait la formation des meilleurs joueurs du monde. Où sont-ils? Où ils sont passés tous ces gens-là? Sinon, il y a Fati. D'autres qui sont partis donc, en Allemagne. Puis le reste, il y a. On entend beaucoup parler du recrutement de Barcelone, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Avant, Barça, il faisait 2 top players. Et c'était pas forcément celui sur qui on allait compter. Je me souviens du passage d'Ibrahimovic, d'Henry, etc. Ces mecs sont arrivés. On leur a dit, écoute, ils ont resté une année, 2 maximum, ils sont partis. On compte pas sur toi, parce que nous, on a un centre de formation. Une armada, quoi. Une armada, c'est incroyable. Mais là, depuis Sergio Roberto, et le petit Fati devant, effectivement, est-ce que le problème il n'est pas beaucoup plus le problème est beaucoup plus le problème n'est pas qu'à la direction, pas faux, Christophe. Il y a un centre de formation qui est très important. Alors, mais tout simplement, ce qui se passe aujourd'hui au PSG, au centre de formation, c'est que quand les jeunes regardent vers là-haut, ils voient qu'ils n'auront pas l'opportunité de devenir pro avec l'équipe première. Donc ils préfèrent effectivement les entourages, la famille, tout ce que tu veux, ils préfèrent à 16 ans aller signer ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Barça, le PSG, Dortmund, le Bayern, c'est des clubs tellement structurés qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre d'essayer de faire monter des joueurs s'ils ne donnent pas toutes les garanties. Donc, il faut faire venir donc des joueurs confirmés. Parfois, ça marche. Parfois, comme Arthur, ça ne marche pas. Mais c'est ça le problème. Mais la formation, elle est toujours là. La Masia, il y a plein de bons joueurs. Mais maintenant, ils sont en train de partir tous à droite et à gauche. On termine avec le FC Barcelone avant de rejoindre la cité phocéenne. Mais tu crois pas, moi je me remets à toi parce que t'es notre spécialiste. Mais aussi, t'as parlé tout à l'heure en fait des problèmes avec la direction. Ça fait quand même plusieurs années qu'il y a quand même des fiascos incroyables. C'est-à-dire que tu prends Griezmann l'année dernière alors que l'année d'avant il te fait la décision, il fait n'importe quoi. Il est complètement irrespectueux envers le Barça quelque part. Et finalement il est acheté alors que finalement derrière les joueurs veulent Neymar. T'as quand même des fiascos type Coutinho, Dembélé. Umtiti devient un fiasco. Malheureusement, j'aime beaucoup Umtiti, mais devient un fiasco. Il y a quand même des joueurs. En fait, voilà. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une absence de vision de la direction
qui est à bout de souffle. Là, on la sait direction qu'il va y avoir, sportive est complètement ailleurs. Il va y avoir les élections l'année prochaine. Oui. Et c'est peut-être ça, en fait, finalement, leur salut, parce que on sait que dans les bagages du futur président élu par les sociaux, il y aura, j'espère pour eux, apparemment Xavi, oui. Il y aura Xavi. Mais donc, en fait, ça veut dire que le calvaire peut encore durer 1 an, parce que il va durer encore une saison. Sur le marché, je sais pas qui il y a. Et il y a quand même un sujet aussi, c'est la prolongation de Messi. Qui traîne, et Messi va demander beaucoup d'argent, ça va encore plomber les finances du oui, mais par contre, on termine avec Barcelone rapide. Il a une clause dans le contrat qui détermine, il décide tous les ans s'il continue ou s'il continue pas. Oui, mais c'est lui qui décide. Ouais, donc s'il veut partir, il doit être prolongé. Oui, mais c'est lui qui va décider. Pognon. Oui, mais dans un club, il décide. Alors, si Messi veut, ça s'exauce. Mais je sais, mais je veux dire que on parle pas assez de ça. Je veux dire que une des raisons, par exemple, du départ de Neymar, c'est que tu pouvais pas augmenter Neymar, puisque Messi, dans la masse salariale, il est énorme. C'est dans les Merci Brice. Allez, la Neymar voulait son propre dernière rubrique de cette émission. Neymar voulait être la star de l'équipe. Oui. Non mais aussi. Merci Brice. Time Sport. Le duel. Ah oui, tu parles de Neymar. Moi, les Marseillais vont me dire quoi maintenant? Il nous reste 2 minutes pour parler de Balerdi. Non, mais vraiment, on a un invité, Christophe, qui veut enchaîner aussi sur le fameux Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund. Juan José, ça te fait rire? Ah oui, tu ricanes, mais on va le dire à Yacine et à Kamel. D'accord. Sur le prêt, avec option d'achat du défenseur argentin Leonardo Balerdi, Alisson, selon les informations de nos confrères de l'équipe. Marseille en renouveau et aussi, je vous dis, toujours dans les tablettes. Ou peut-être toujours dans les médias. J'attends le renouveau de Marseille. Ouais. J'attends le renouveau. Il est dur. Alors justement, Christophe, notre invité, avant la fin de cette émission. Je trouve qu'on est dur avec Marseille parce que faut quand même se souvenir qu'il y a 3-4 ans, le projet c'est d'arriver en Ligue des Champions. Ils y sont. Voyons voir ce qui va se passer. Voyons voir. Ouais. Déjà ils recrutent déjà. À un moment Marseille, c'est pas mal. Plus personne. Voilà, donc déjà c'est. Soyons pas trop durs. Ils sécurisent. Et ils sécurisent d'une certaine manière. Finalement, en plus, alors, Alisson, elle est d'accord avec ça. Donc finalement, c'est pas trop mal. C'est ça, depuis quelques temps, excuse-moi, Marseille reste sur sa ligne conductrice, sécurise ses joueurs, ça achète pour justement comme le disait Christophe, vers la Ligue des Champions. Donc ça reste pour l'instant dans le projet Ligue des Champions. Marseille, Juan José. Moi, j'avais beaucoup de confiance. À Marseille, j'avais été surpris quand ils arrivent en finale de l'Europa League. On croyait qu'ils allaient être capables, avec l'arrivée de Subizarreta et de Rudy Garcia, d'enchaîner. On a vu que Rudy Garcia a été obligé de partir. Mais c'est vrai que depuis, on a du mal à se passionner par Marseille. Et cette histoire de rachat ou pas du club, bien polluée, et tout ce qui tourne autour de Marseille. Un grand merci Christophe Jacquin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Patience avec l'OM. C'est comme les parents, ils sont tout de suite très pressés. Venez chez Club & Co. Justement, on rappelle le site internet de Club & Co. clubandco.com. Voilà. Venez travailler spécifique à votre poste et soyez patients, les résultats vont venir avec le travail. Et joyeux anniversaire encore une fois, pour la 3e fois, à Alisson Nkunku, de m'avoir accompagné en ce vendredi soir. Aussi, Souela, La Trèche, Juan José Dorado et Brice. Bon week-end sur l'antenne de Beurre FM et à lundi. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.